Bonjour à tous et bienvenue dans Avocat, la seule émission qui vous conseille toutes vos questions. Vous les posez sur www.avocat.net. Également sur le site, vous pouvez revoir toutes les émissions depuis le début. Et il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à savoir au niveau du droit, bien sûr. Et tout le monde a des questions de droit à nous poser et à poser plus précisément à nos avocats présents en plateau que je vous présente immédiatement, à commencer par Quentin Mammery, notre avocat en dommages corporels. Bonjour Quentin. Bonjour Yves. Avocat barreau de Paris, bienvenue. À côté de vous, notre ami également Ernest Fès, que l'on connaît bien dans cette émission, avocat en droit du travail, avocat barreau de Paris. Bonjour Ernest. Bonjour Yves. Et puis à vos côtés, Ernest, Jean-François Changeur, qui nous vient du barreau de la Charente, notre avocat en droit routier. Plein de questions très intéressantes sur le permis à points, c'était les appels de phare la dernière fois, d'autres questions encore intéressantes dans un instant. Ne bougez pas, restez avec nous. On va commencer par Quentin, avec une question qui nous est adressée sur avocat.net en dommages corporels. Et voici cette question, Quentin. Récemment, j'ai été victime d'un grave accident de la circulation. Ça peut aussi concerner Jean-François quelque part. Mon assureur m'a dit de ne pas m'inquiéter car il s'occuperait de me faire indemniser. Alors, je lui fais entièrement confiance car il est très sympa, écrit cet auditeur, mais ai-je raison ? Alors, est-ce qu'on peut se confier totalement et s'abandonner à la promesse de l'assureur d'être indemnisé lorsqu'on a un accident où il faut quand même un peu se méfier et agir soi-même ? Tout d'abord, c'est bien d'avoir un bon interlocuteur. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une personne qui est compréhensive au téléphone. Et qui assure. Mais il est vrai du coup qu'on peut être tenté de faire confiance à un gestionnaire de dossier aimable, d'autant lorsqu'il s'agit de son propre assureur. Alors, en vertu de la convention IRCA, il y a une convention en fait particulière Quentin, qui prévoit que les victimes de dommages corporels les moins graves sont indemnisées par leur propre assureur. L'objectif affiché, c'est d'accélérer les procédures d'indemnisation. Toutefois, il faut vraiment faire attention. Qu'on soit face à son assureur ou qu'on soit face à l'assureur du responsable, il est totalement déconseillé à une victime de rester seule, sans assistance, pendant la procédure d'indemnisation. Une victime seule dans la procédure d'indemnisation risquera de voir son indemnisation minimisée. Il ne faut pas oublier, et j'attire l'attention de nos téléspectateurs sur ce point, que les compagnies d'assurance ne sont pas là pour indemniser les victimes. On voit beaucoup de publicités de diverses compagnies d'assurance qui s'engagent à bien indemniser les victimes. La logique d'une compagnie d'assurance, c'est une logique purement commerciale. Oui, c'est plutôt trouver la faille pour ne pas payer, à mon avis. Parce que sinon, exactement. L'objectif, c'est de ne pas payer ou, pire des cas, de payer le moins. Il ne faut pas non plus oublier qu'une victime seule, c'est une victime en situation de déséquilibre face à une compagnie d'assurance, d'autant plus lorsque cette victime laisse sa compagnie entièrement maître du processus d'indemnisation. Il est donc indispensable pour une victime d'être assistée à toutes les phases de la procédure d'indemnisation, y compris pendant les phases d'expertise, pour que ses droits soient défendus de la constitution du dossier jusqu'à l'indemnisation définitive. Il faut également attirer l'attention de nos spectateurs sur un point. Le fait pour une victime d'accepter une offre d'un assureur, ça constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, et ça a une signification pratique, c'est que ça empêche la victime de saisir par la suite le juge pour obtenir une révision de l'offre. Ça met fin à tout litige et il n'y a donc plus de possibilité de recours, y compris lorsque les préjudices de la victime ont été sous-indemnisés. Donc ne signez rien a priori comme accord écrit avec l'assurance au titre de l'indemnisation, parce qu'après on ne peut plus contester, c'est ça ? Voilà, donc si effectivement vous avez reçu une offre de votre assureur, n'hésitez pas à aller voir un avocat ou un professionnel pour être éclairé sur ce point. Mais parfois on a des petits accidents, donc on se dit bon, j'ai pas grand-chose, de toute façon il n'y a pas un gros enjeu, donc est-ce que ça vaut la peine de voir un avocat ? Malgré tout oui, parce qu'on peut peut-être se dire aussi qu'il peut y avoir des complications qu'on ne soupçonne pas au début aussi. C'est vrai, et d'autant plus, parfois les petits dommages à un certain moment deviennent grands, et on peut aussi se rendre compte que c'est des petits dommages parce qu'ils ont été évalués comme tels par les compagnies d'assurance, et on s'aperçoit lorsqu'il y a une véritable étude du dossier, une véritable gestion du dossier, que le dommage peut être nettement plus important. Merci beaucoup Quentin Mammery qui a répondu à cette question. Donc prenez un avocat, je crois que c'est unanimement le conseil évidemment, mais au-delà de ça, être prudent quand même dans sa négociation au titre de l'indemnisation parce qu'on ne sait jamais jusqu'où on peut avoir un problème. Merci beaucoup. À côté de vous, Ernest Fès, notre avocat en droit du travail, droit social, avec plein de questions de salariés j'imagine, mais également d'employeurs qui se posent, comme par exemple celle-ci. J'emploie 2 salariés, nous dit ce téléspectateur qui nous écrit. L'un d'entre eux prend ses congés quand il veut
Très bien. La semaine dernière, je me suis même énervé et lui ai refusé ses congés. Depuis, il me menace et invente des rémunérations occultes et des heures supplémentaires fictives. Il me menace également d'aller voir l'inspecteur du travail. Bref, c'est pas la fête, hein, apparemment, au travail, là. Alors, que puis-je faire? Commence un peu à s'inquiéter, notre ami là, qui nous regarde et qui a un salarié qui commence à lui poser des problèmes sérieux, là. Ça arrive, hein, ça? Oui, mais on a plusieurs problèmes dans cette question. Premièrement, on est dans une petite entreprise. Donc, 2 salariés avec peut-être une difficulté pour pouvoir apporter des preuves. N'oublions pas que dans un procès prud'homal, la preuve est un élément déterminant. Donc, avec 2 salariés, on aura peut-être des difficultés pour pouvoir avoir un témoignage pour prouver une réalité ou non sur les arguments invoqués par le demandeur. Surtout on a 2 copains, ils vont pas se attester l'un contre l'autre. Hein. On a un deuxième problème dans cette question, je dirais, c'est le problème de la discipline. Visiblement, dans la question, le salarié prend ses vacances quand il le veut. Donc il y a un problème d'autorité, il y a un problème de discipline. Combien de fois l'employeur a laissé faire et quelle est la marge de manœuvre qu'il aura au niveau de sa relation. La relation de travail, je le rappelle toujours, au niveau d'un contrat de travail, c'est un salarié qui met à la disposition de son employeur sa capacité de travail moyennant rémunération. Et il se place sous l'autorité du chef d'entreprise. Si le salarié refuse cette autorité, il commet un manquement à son contrat de travail. S'il prend des vacances quand il le veut et si l'employeur ne lui notifie pas par lettre recommandée ces manquements, on va avoir toujours un problème de preuve. Et dans les petites entreprises, le gros problème de la preuve, c'est que la relation de proximité va conduire souvent l'employeur à faire des remarques verbales, à hausser le ton, mais le jour où il va commencer à envoyer une lettre recommandée, c'est souvent trop tard ou c'est le ras-le-bol. Et à ce moment-là, il se dit quoi faire. D'autre part, dans cet élément, il y a des problèmes de loyauté. Quand on parle d'aller saisir l'inspection du travail, ce n'est pas obligatoirement l'épée de Damoclès qui va tomber sur l'employeur. L'inspection du travail a un rôle parfois de conciliateur et d'arbitre. Mais là, on a 2 points qui sont importants. C'est d'une part, le salarié fait état de rémunération fictive. Alors, ce qu'on appelle généralement, c'est « je suis payé au noir, vous ne m'avez pas payé suffisamment, il faudra qu'il rapporte cette preuve ». Et de l'autre côté, l'employeur pourra lui demander qu'il produise ses justificatifs fiscaux pour vérifier si les sommes qu'il a prétendument perçues ont été déclarées ou pas. Oui, donc ça peut se retourner contre le salarié. Tout à fait. Deuxième élément qui est le plus délicat, c'est le problème des heures supplémentaires. Chaque partie doit porter la preuve de ces heures supplémentaires, mais en règle générale, l'employeur doit, quand un horaire n'est pas collectif, obtenir de son salarié un émargement des heures de travail. S'il n'a pas cet émargement, il devra combattre les demandes d'heures supplémentaires par tout moyen et par des preuves. Et là, avec 2 salariés, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Bon, en tout cas, il faut faire face parfois à des salariés pas très loyaux, hein, c'est vrai, il y a un peu, parfois de mauvaise foi ou pas, donc on se prémunit par des preuves voilà, que l'on peut apporter s'il y a un litige, mais sinon, effectivement, est-ce qu'on peut juste, en 20 secondes, est-ce qu'on peut, quand on a comme ça un salarié, ça va peut-être arriver à beaucoup de gens qui nous regardent, qui vous menace comme ça, qui clairement vous embête, est-ce que c'est une cause de licenciement? Est-ce qu'on peut dire, moi, je ne peux pas travailler avec ce garçon-là, regardez, dans quelles conditions on est? On est tout à fait dans cette situation. Le problème essentiel, c'est qu'il faudra rapporter la preuve de la désorganisation de l'entreprise. Ah oui. On devra dire que c'est effectivement dans une relation entre employeur et salarié, quand j'ai un salarié qui ne respecte pas le devoir de loyauté, dans un cas particulier, j'ai eu un salarié qui systématiquement filmait son employeur avec son smartphone, en disant voilà, je prends des témoignages, je prends des preuves. Bon, à un moment, c'est insupportable. C'est juste impossible. Alors, il faut rapporter cette notion du côté insupportable de la relation. Ouais. Et à mon sens, ça justifie dans les petites entreprises la décision de licenciement. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudra également tenir compte de l'ancienneté du salarié, de l'importance de la perturbation et des preuves. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Ernest. On vous filme, mais là c'est pour la bonne cause, hein. C'est pas pour vous embêter, hein. C'est normal. On est à la télé, tout est normal. Merci beaucoup. À vos côtés, Jean-François Changeur, notre avocat en droit routier. Ah, les automobilistes l'adorent, évidemment. Ils regardent cette émission, ceux qui veulent connaître leurs réponses, pour notamment Jean-François Changeur, avec des questions qui nous sont envoyées tout azimut, notamment celle-ci. J'ai lu sur Internet des soi-disant astuces pour ne pas perdre de points sur mon permis. Qu'en est-il? Alors, c'est vrai que sur Internet, on lit tout et n'importe quoi. Moi, je vous conseille d'aller sur www.avocat.net, vous êtes tranquille, mais parfois, on est quand même tenté d'aller voir des forums, des choses. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point, Jean-François, sur son permis et les points pour les récupérer, parce qu'on ne comprend plus rien? Le sujet est très, très vaste. Quand on parle d'astuces, on peut également parler de conseils. Alors, je vais peut-être vous faire sourire, mais le premier conseil que je peux donner, c'est de respecter scrupuleusement le code de la route.
C'est la première astuce, ou en tout cas le premier conseil. Après, sur Internet, vous avez pléthore de rumeurs, de conseils, et notamment, vous en avez deux qui ont un peu la peau dure, si vous me permettez l'expression. Il y en a une, c'est de dire, si vous réglez 1 ou 2 euros par rapport aux 90 euros, par exemple, qui est le montant de l'infraction. Si vous payez 91 ou 92 euros, eh bien, on ne peut pas, l'administration ne peut pas vous enlever les points. J'ai vu ça. C'est tout à fait inexact. On le voit d'ailleurs de moins en moins sur Internet, en tout cas cette rumeur. Après, il y en a une deuxième qui a peut-être la peau un peu plus dure, c'est le fait de dire que ceux qui détiennent le permis de conduire avant 1992, c'est-à-dire avant la création du permis à points, ne sont pas concernés par les pertes de points. C'est tout autant inexact. Tous les automobilistes qui possèdent un permis de conduire eh bien, sont susceptibles naturellement de perdre des points. Après, il y a une astuce, et là c'est une vraie astuce, je vous ai parlé des fausses astuces, ou en tout cas des rumeurs. La vraie astuce, par exemple, parce qu'il y en a pléthore, c'est de vérifier scrupuleusement en tout cas le procès-verbal d'infraction pour voir s'il n'y a pas d'erreur. L'astuce également, c'est d'immatriculer son véhicule. Pardon, les erreurs, c'est juste une, deux erreurs comme ça qu'on peut relever. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Beaucoup, notamment en matière d'excès de vitesse, d'alcoolémie, alors c'est peut-être immoral, hein, ou de prise de stupéfiants. Il y a énormément. Le droit routier est une matière très très technique. D'accord. Donc voilà, il faut par exemple des vérifications annuelles des cinémomètres, c'est-à-dire des appareils de mesure d'excès de vitesse. Et effectivement, parfois, des gendarmes ou des policiers ne le mentionnent pas sur le procès-verbal. Il y a des petites clauses qui doivent apparaître et si elles n'y sont pas, ça peut invalider le PV. Exactement. L'astuce peut-être à retenir, si je puis me permettre. Le conseil. Attends, jingle conseil. Le conseil. Cela concerne simplement les excès de vitesse sans interception. Radar sans interception. Eh bien, on ne peut pas, si vous le contestez, vous condamner pénalement. Et si vous n'êtes pas condamné pénalement, et si vous le contestez, vous n'avez pas de perte de points et encore moins d'ailleurs de suspension de permis. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'indiquer que c'était vous qui étiez au volant. L'administration va envoyer le procès-verbal d'infraction au titulaire de la carte grise, qui peut d'ailleurs être une société, qui peut être, ça va peut-être vous faire sourire, mais un enfant mineur, qui peut être votre conjoint ou votre conjointe. Quelqu'un donc qui n'a pas le permis. Exactement, exactement. Et il n'y a pas l'obligation de dénoncer, c'est-à-dire que vous pouvez, en étant marié par exemple, et si vous avez l'habitude de rouler beaucoup et peut-être de rouler vite, eh bien d'immatriculer le véhicule au nom de votre épouse par exemple. Et cette épouse, lorsqu'elle reçoit le procès-verbal, eh bien dit ce n'était pas moi, mais ça peut être également, si vous êtes titulaire si ça peut être, par exemple, ça peut être elle qui a cet excès de vitesse, eh bien elle n'a pas l'obligation de se dénoncer puisque le radar ne vous voit pas, sauf le radar de face, mais bien souvent les photographies sont très, très illisibles et en tout cas il y a toujours une contestation à mettre en évidence. Alors ça, c'est une bonne astuce, hein, mon cher Jean-François. Effectivement, donc, vous avez un fils de 2 ans, vous lui achetez une voiture à son nom, et puis donc forcément, il ne sera pas lui au volant. Hein, mais comme on ne doit pas se dénoncer les uns les autres, voilà une bonne astuce. Et en tout cas, faire le tri dans tout ce qui se dit sur Internet, le mieux, c'est d'aller contacter son conseil habituel qui va vous dire ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. J'ai donc perdu 2 euros en payant 92 euros la dernière fois. J'aurais dû vous demander avant. Merci, mon cher Jean-François. Merci. Allez, merci à tous les trois d'être passés par cette émission Avocat. Merci également d'envoyer toutes vos questions sur www.avocat.net. On répond à toutes vos questions, les plus saugrenues comme les plus généralistes. Donc, en tout cas, n'hésitez pas dans toutes les matières du droit. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Avocat.